monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de recommencer cette semaine avec vous. N'oubliez pas de nous aider à atteindre le 1 million d'abonnés. C'est désormais à portée de main. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air. Au programme de cette édition, une cacophonie budgétaire qui fait décidément beaucoup de bruit pour rien, alors que chaque parti politique joue la carte de la démagogie pour son propre électorat. Tout porte à croire que l'examen du texte n'ira pas à son terme. Nous évoquerons ensuite un autre débat budgétaire, celui de l'Union européenne, avec toujours plus de pouvoir de Bruxelles sur les États membres. Et puis au Proche-Orient, les cessez-le-feu passent, mais la paix trépasse toujours. Israël poursuit ses guerres contre Gaza et le Liban, une spirale sans fin. L'Assemblée nationale s'enlise dans les débats sur le budget 2026. Entre amendements et promesses non tenues, le texte censé fixer la trajectoire financière du pays vire au marchandage politique. Le point tout de suite. Le Palais Bourbon transformé en souk pour le budget 2026. Depuis le début de l'examen du projet de loi de finances, concentré jusqu'à aujourd'hui sur les recettes, tout est négociable. Maintenu au pouvoir par les socialistes, à qui il a promis la suppression de la réforme des retraites, une super taxe Zuckman et un renoncement à l'article 49.3, Sébastien Lecornu fait avancer son texte comme un canard sans tête. De quoi faire la paire avec les socialistes sans dignité. En effet, alors que le président lui-même a déclaré que ces derniers n'auraient pas de suppression de la réforme des retraites en bonne et due forme, la suite vire au camouflet pour ceux qu'il reste du parti à la rose. Vendredi dernier, c'est donc la fameuse taxe Zuckman qui est passée à la moulinette. Résultat du scrutin, votant 406, exprimé 400, majorité 201, pour 172 contre 228. L'Assemblée n'a pas adopté. Cette taxe, censée prélever 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, a donc fait long feu. Conscients qu'ils allaient essuyer une nouvelle humiliation, les socialistes avaient pourtant proposé une autre version édulcorée du texte. Votant 403, exprimé 399, majorité 200 pour 171 contre 228. L'Assemblée n'a pas adopté. Vous faites par votre intransigeance de le crin, le mauvais chemin. Je vous le dis, monsieur le Premier ministre, il n'y a pas, depuis que nous sommes dans cet hémicycle, le moindre compromis. Boris Vallaud, socialiste à deux doigts de se rendre compte que son parti a été roulé, semblait fort mari de cette affaire. Il faut dire que la difficulté reste entière pour les socialistes dans la mesure où leur principale inquiétude est d'éviter la dissolution qui contraindrait une bonne part des députés roses à chercher un nouveau métier. Une inquiétude bien éloignée des questions budgétaires, mais que le Premier ministre a parfaitement comprise. Vous voyez bien qu'il y a un désaccord profond sur la réalité des assiettes de ces amendements et de ces taxes. Non, il y a un profond désaccord. Mais prenez les choses sérieusement. J'en arrive personnellement, mesdames, messieurs les députés, en toute honnêteté à vous dire qu'il n'existe aucun impôt constitutionnel qui soit constitutionnel, c'est-à-dire qui ne soit pas censuré par le Conseil constitutionnel, qui soit à fort rendement de 10 ou 15 milliards d'euros. Je n'y crois pas, nous n'y croyons pas, et c'est ce que l'avis du Conseil d'État dit sur un certain nombre de ces amendements. Dans la mesure où le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel n'ont jamais démérité à l'égard de la Macronie depuis 7 ans, on peut croire Sébastien Lecornu sur parole. En réalité, les propos du Premier ministre consistent à dire qu'aucune mesure ne peut régler à elle seule, ou même de façon substantielle, la question du déficit. On aurait donc tendance à s'interroger sur l'intérêt de cette séquence parlementaire. À plus forte raison qu'après ces empilements de votes qui auront modifié la copie du gouvernement, tout porte à croire que le calendrier sera trop court pour aller jusqu'au bout. Le cas échéant, hypothèse bien improbable, c'est le Sénat qui reverra intégralement la copie pour finalement déplaire à nouveau au Palais Bourbon. Ainsi, il faut avouer que les oppositions qui refusent de censurer le gouvernement font preuve d'incohérence. C'est ce qu'a rappelé avec véhémence le député insoumis Éric Coquerel à ses amis des rangs du PS. Le Premier ministre, qui est assez habile, qui a compris qu'il avait un poisson prêt à mordre l'hameçon, a dit je serai prêt à vous faire des concessions sur le PLFSS, le gel des retraites, le gel des minima sociaux, dont il savait qu'en même temps c'était battu en commission. Donc il a donné quelque chose qu'il n'avait plus. Et on a les socialistes qui disent on a regagné ces concessions. Bon, à ce rythme-là, je pense qu'ils finiront par voter le PLFSS. C'est ce qu'ils ont fait en commission et c'est ce qu'espère le gouvernement pour faire passer le PLFSS. Mais moi, excusez-moi, j'appelle ça des idiots utiles du macronisme et non plus des opposants, s'ils vont jusqu'au bout de ça. Donc je les appelle à se réveiller. Bon.
Pour l'heure, les socialistes continuent d'avaler couleuvre après couleuvre entre deux repas à l'Assemblée. Quoi qu'il en soit, tout porte à croire que le numéro de claquette nommé exercice parlementaire n'aboutira en aucun cas à un texte voté puis appliqué, chaque mouvement politique préférant multiplier les symboles pour séduire ses niches au mépris des enjeux budgétaires de la France. Certains prônent une austérité publique pour réduire les dépenses afin d'éviter de matraquer les Français avec l'impôt, le tout en votant des textes d'augmentation fiscale. D'autres font l'inverse. Des manœuvres qui font gagner du temps au gouvernement avant qu'il ne puisse s'arroger le droit de recourir à l'article 47 pour gouverner par ordonnance. Et il n'y a pas qu'en France que les débats budgétaires sont houleux, c'est aussi le cas à Bruxelles. La Commission européenne et le Parlement ont des désaccords sur la prochaine copie septennale. Seule certitude, Bruxelles veut plus de pouvoir. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. À Paris comme à Bruxelles, les différentes composantes du bloc central font semblant de s'opposer sur les questions budgétaires, même s'ils tirent globalement dans la même direction. On a ainsi pu voir depuis quelques jours se lever une opposition du Parlement européen au projet actuel de budget européen 2028-2034 proposé par la Commission européenne. Mais derrière les titres de presse accrocheurs, il ne s'agit en réalité que de débats techniques et certainement pas de césures politiques qui opposent temporairement les eurodéputés et la Commission. Le seul véritable débat qui oppose actuellement la Commission et le Parlement, c'est de savoir de quelle façon et jusqu'où ils vont procéder à une réduction supplémentaire des pouvoirs déjà rachitiques des États membres de l'Union. Pour rappel, le budget de l'Union européenne est mis en place sur une base septennale, le budget actuel couvrant la période 2021-2027. En 2020, lors de la négociation du budget 2021-27, Bruxelles avait profité de la crise du Covid pour souscrire à un emprunt européen dit de relance d'un montant de plus de 600 milliards d'euros. Et surtout, pour la première fois, l'Union européenne avait mis en place un mécanisme de conditionnalité au versement des fonds européens avec comme critère le respect de l'état de droit. Un critère évidemment très flou et très subjectif, qui n'avait pour objectif que de couper les vivres aux gouvernements jugés trop conservateurs en Hongrie et en Pologne. La supercherie de ce concept d'état de droit est d'ailleurs apparue lorsqu'il y a eu un changement de gouvernement en Pologne début 2024 et que les euromondialistes de Donald Tusk sont revenus aux affaires. Le nouveau gouvernement de Tusk n'a pas eu le temps de modifier les lois du précédent gouvernement conservateur, censé être un problème pour l'état de droit, que malgré tout Bruxelles débloquait déjà les fonds européens destinés à la Pologne et qui étaient jusqu'alors gelés. Et dans l'urgence, ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été distribués aux amis du nouveau gouvernement euromondialiste polonais pour acheter des yachts, voire même rénover des saunas et des clubs échangistes. Voilà donc à quoi servent les fonds européens, qui, faut-il le rappeler, ne tombent pas du ciel, mais sont issus des contributions des États membres et donc des citoyens. Et désormais, pour le prochain plan budgétaire septennal bruxellois, qui couvrira la période 2028-2034, il y a une volonté germano-bruxelloise d'élargir le principe de la conditionnalité du versement de ces fonds. Cette fois-ci, il ne faudra pas seulement respecter les principes malléables de l'état de droit, mais également se conformer à des jalons, des cibles et des réformes. Énoncé ainsi, cela paraît encore peu clair. Mais concrètement, cela pourrait vouloir dire très prochainement que les fonds européens d'un État membre seront gelés si les fonctionnaires de la Commission européenne estiment par exemple qu'il est nécessaire qu'un pays décale l'âge de départ légal à la retraite. Dans les faits, cela voudra donc dire que des fonctionnaires européens auront un pouvoir totalement inédit et extensif pour juger de la façon dont les États membres administrent le pays. Sauf que voilà, cette approche de conditionner le versement des fonds européens au fait qu'un État membre mette en place un certain nombre de réformes suppose donc d'évaluer à l'échelle nationale les politiques mises en œuvre. Et c'est cette approche finalement trop nationale qui déplaît profondément au bloc centriste du Parlement européen, puisque les 4 chefs des groupes euromondialistes du Parlement européen ont écrit une lettre commune à Ursula von der Leyen pour dénoncer cette approche. Ils estiment en effet qu'une renationalisation du budget de l'Union européenne,
fût-ce avec le contrôle féroce de la Commission, ne correspond pas suffisamment à la lubie idéologique d'uniformisation transnationale de l'espace de l'Union européenne. Pour ces eurodéputés, il y a une préférence pour maintenir une priorité aux échelons régionaux dans la distribution des fonds européens et pour ne pas verser la part agricole du budget européen dans le découpage national du budget. En clair, pour les eurodéputés, soumettre les États membres au contrôle soviétoïde des fonctionnaires bruxellois n'est pas une démarche suffisante. La seule idée que, sur le papier, on reconsidère à l'échelle nationale des États membres le budget européen constitue une hérésie insupportable. Au final, ces débats, dignes des plus vifs débats techniques du plan quinquennal entre le comité central et le politburo du Parti communiste de l'Union soviétique dans les années 50, ne changeront évidemment rien au caractère inéluctable de l'appauvrissement et de la soumission des Français à la machine hors sol qui les gouverne depuis Bruxelles. Des cessez-le-feu sur le papier, mais des armes qui continuent de tuer dans la réalité. Après les annonces de cessez-le-feu, les guerres d'Israël semblent se poursuivre, aussi bien à Gaza qu'au Liban. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Une paix précaire. Le cessez-le-feu conclu en octobre 2025 entre Israël et le Hamas à Gaza tient toujours, bien que sous tension constante, tandis qu'au Liban, la trêve avec le Hezbollah, signée en novembre 2024, vacille sous le poids d'accusations réciproques et de frappes ciblées. Ces deux fronts, ouverts à la suite de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas, illustrent la stratégie israélienne de pression militaire maximale pour neutraliser les menaces périphériques au prix d'une escalade diplomatique et humanitaire. À Gaza, l'accord parrainé par les États-Unis a permis la libération de 20 derniers otages vivant en échange de centaines de prisonniers palestiniens. Depuis, le Hamas restitue progressivement les corps des captifs morts. Dimanche, 3 dépouilles de soldats ont été remises via la Croix-Rouge, portant à 20 le nombre de corps rendus sur 28 promis. Les identifications confirmées lundi par l'Institut national de médecine légale ravivent le deuil en Israël où le général Nitzan Alon, responsable des otages depuis 2023, a annoncé quitter ses fonctions. Le Hamas justifie les retards par la complexité des fouilles dans un territoire ravagé où plus de 60 000 Palestiniens auraient péri selon les autorités locales. Recep Tayyip Erdogan, lors d'un sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, à Istanbul, a salué lundi la détermination du Hamas à respecter la trêve, tout en fustigeant le mauvais bilan d'Israël, appelant l'OCI à piloter la reconstruction de la Palestine. Les déclarations du président turc, souvent très tranchées, ne devraient pas être suivies des faits. Les États arabes et musulmans de la région se montrant incapables et probablement assez peu enclins à aider véritablement la Palestine, se contentant de déclarations d'intention pour éviter de froisser Washington. Au Liban, la situation est plus explosive. Malgré le cessez-le-feu, Israël occupe 5 points frontaliers au sud et multiplie les frappes contre le Hezbollah, accusé de se réarmer et de violer l'accord en maintenant des infrastructures au-delà du fleuve Litani. Samedi, un drone israélien a détruit une voiture à Kfar Oumaneh, tuant 4 membres de l'unité d'élite du Hezbollah Radwan, selon Tsahal, qui les présentait comme impliqués dans le transfert d'armes. Le ministère libanais de la Santé dénonce, lui, 4 morts sans évoquer une quelconque appartenance au mouvement chiite. Cependant, les funérailles dimanche ont donné lieu à des manifestations de colère avec des slogans hostiles à l'État hébreu et aux États-Unis. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou semble de son côté déterminé à poursuivre son action au Liban. Il est clair que nous exercerons notre droit à l'autodéfense comme convenu dans les termes du cessez-le-feu. Nous ne permettrons pas au Liban de redevenir un nouveau front contre nous et nous agirons si nécessaire. Le ministre de la Défense Israël Katz a également menacé d'intensifier les attaques si Beyrouth ne désarme pas pleinement le Hezbollah. L'émissaire américain Tom Barak, en conférence à Bahreïn, a également justifié ces frappes par les milliers de roquettes qui seraient encore détenues par le groupe chiite, qualifiant les dirigeants libanais de dinosaures et pressant des négociations directes avec Israël. Depuis novembre 2024, plus de 270 Libanais ont été tués par des actions israéliennes, dont 107 civils, selon l'ONU, sans aucune victime israélienne. Déjà affaibli par l'assassinat de Nasser Nasrallah en septembre 2024, puis par les coups portés à Téhéran par Tel Aviv, le Hezbollah demeure un objectif israélien.
De son côté, Beyrouth exige un retrait israélien de ses territoires en préalable de nouvelles négociations. À Gaza comme au Liban, la paix reste conditionnée à la neutralisation des groupes armés, mais surtout au bon vouloir de Washington. Les violations récurrentes et les pressions extrêmes risquent de rouvrir des fronts que Donald Trump avait promis de clore définitivement. Et partons à présent faire un rapide tour de France. L'enquête sur le casse du Louvre continue. Samedi, 2 nouveaux suspects ont été mis en examen. Le premier pour vol en bande organisée. Il est soupçonné d'avoir fait partie du commando qui a cambriolé le Louvre et d'avoir dérobé la nacelle ayant permis l'opération. Dans son casier judiciaire, 11 condamnations, dont 10 pour des faits de vol significatifs. Le second suspect, une femme, a été mise en examen pour complicité de vol en bande organisée et pour association de malfaiteurs. Rappelons que 2 autres suspects arrêtés plus tôt sont en détention provisoire depuis mercredi soir. L'un d'eux devait comparaître mercredi devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour dégradation du miroir et de la porte d'une cellule de garde à vue. Il reste encore un suspect dans la nature, à l'instar des bijoux, toujours introuvables. Patrimoine toujours, religieux cette fois. Dimanche, dans les Ardennes, l'ancien monastère de la Chartreuse du Mont-Dieu a été dévasté par un incendie. Le lieu était inoccupé, mais un propriétaire privé envisageait de le restaurer. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie, mais la piste accidentelle est privilégiée. Les habitants déplorent une perte pour leur patrimoine. L'abbaye, inoccupée depuis l'expulsion des moines pendant la Terreur, était la dernière chartreuse de la région Champagne-Ardenne. La vue de ces vestiges était très appréciée des promeneurs. Une cagnotte a été mise en ligne pour sa restauration. Des poupées pour pédophiles vendues sur le site web de Shein. À quelques jours du lancement polémique de sa boutique au sein du célèbre BHV parisien, dans le quartier du Marais, le géant chinois de la fast fashion est plongé dans un autre scandale. En effet, la marque proposait sur son site une poupée singeant de façon extrêmement réaliste une petite fille d'1 an. Shein commercialisait le produit sans détour comme un, je cite, jouet sexuel. Rappelons que Shein compte parmi ses conseillers Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, censé superviser les questions éthiques et de responsabilité sociale, une fonction qu'il remplit visiblement aussi efficacement que ses anciennes responsabilités à Beauvau. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Nouvel épisode de la saga des drones russes en Belgique. Plusieurs engins non identifiés ont survolé la base militaire de Klein-Brogel, l'un des sites les plus sensibles d'Europe où sont entreposées des armes nucléaires américaines. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête pour espionnage sans parvenir pour l'instant à identifier les responsables. Rien n'indique donc qu'il s'agisse de drones russes. Cela n'a pas empêché le ministre belge de la Défense de bomber le torse. Ce dernier a déclaré que si Bruxelles était attaquée, l'OTAN raserait Moscou de la carte. Une phrase qui a provoqué un certain malaise jusque dans les rangs alliés, alors que les tensions entre la Russie et l'OTAN n'ont jamais été aussi fortes depuis la guerre froide. Isolationniste ou interventionniste, difficile de savoir. Le président américain Donald Trump a réitéré dimanche ses menaces d'intervention militaire au Nigeria, accusant le pays de tolérer une persécution massive des chrétiens par des terroristes islamistes. À bord d'Air Force One, il n'a exclu ni frappe aérienne ni opération terrestre. Samedi, sur son réseau social True Social, il avait ordonné au Pentagone de préparer une action rapide, vicieuse et douce. Ces propos font suite à la désignation vendredi du Nigeria comme pays de préoccupation particulière par l'ONU pour violation de la liberté religieuse. Au Nigeria, des chrétiens sont en effet tués pour leur foi au cœur de conflits ethniques et tribaux multiformes. Attaque dans un train en Angleterre. Samedi, 11 personnes ont été blessées à coups de couteau dans le train reliant Doncaster, dans le Yorkshire, à Londres. 9 personnes ont été hospitalisées dans un état grave. La police britannique a arrêté un suspect. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un homme noir, âgé de 32 ans et de nationalité britannique. Un second suspect a été arrêté, puis relâché. La police a annoncé le lendemain que la piste terroriste était écartée. En Angleterre, les habitants sont de plus en plus inquiets face à la multiplication des attaques au couteau. Quelques jours plus tôt, en banlieue de Londres, un homme avait été mortellement poignardé en voulant secourir un père et son fils agressés par un individu afghan. Un sujet qui revient dans l'actualité depuis le drame des 3 fillettes poignardées à Southport pendant l'été 2024. En Angleterre, toujours, la saga du prince déchu continue. Dimanche, à Londres, le gouvernement a annoncé retirer au prince Andrew, frère du roi Charles III, son grade de vice-amiral, un titre honorifique. Une décision prise après la publication le 21 octobre d'un livre posthume de Virginia Giuffre.
La victime du réseau pédophile de Jeffrey Epstein, morte suicidée en avril dernier, y raconte comment elle a été présentée à 17 ans au prince Andrew, qui aurait alors abusé d'elle. Le roi Charles III avait dans la foulée annoncé le retrait des titres de son frère. Sans surprise, ou presque, au marathon de New York, ce sont les Kenyans qui ont dominé les débats dimanche avec un triplé historique sur les podiums masculins et féminins. Chez les hommes, Benson Kipruto s'est imposé en 2h 8 minutes 9 secondes, devançant son compatriote Alexander Mutiso de seulement 3 centièmes de seconde au terme d'un sprint haletant. Albert Korir complète le podium 47 secondes derrière, tandis qu'Eliud Kipchoge, légende à 40 ans, termine 17e. Chez les femmes, Hélène Obiri, 35 ans, et médaillée de bronze au JO de Paris, remporte son 2e titre consécutif en pulvérisant le record du parcours de plus de 2 minutes 30 avec une arrivée en 2h 19 minutes et 51 secondes. Elle devance Sharon Lochte, 2h 20 minutes 7 secondes, et Sheila Chepkirui, 2h 20 minutes 24 secondes. La néerlandaise Sifan Hassan, championne olympique, finit 6e. Par ailleurs, le Normand Dorian Louvet, 36 ans, entre dans l'histoire en bouclant les 7 marathons majeurs Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Berlin, Chicago et New York en un an, avec une moyenne inférieure à 2h30 minutes par course, un record mondial. Sa performance new-yorkaise, en 2h27, scelle ce défi baptisé Miles of Discovery, soit des kilomètres de découverte. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Sébastien Ley pour dénoncer le capitalisme de connivence du président Macron. Quant à Emmanuel Macron, honnêtement, entre sa sortie de l'ENA et l'arrivée à l'Élysée en tant que conseiller, il s'est écoulé que 5 années à peine. Alors on nous bassine toujours avec le passage en banque chez Rothschild, mais on sait très bien que Rothschild c'est l'antichambre de Bercy et vice-versa. En France, quand vous faites des fusions-acquisitions à Rothschild, c'est pas un véritable poste dans le privé. Vous amenez, quand vous venez de l'administration, votre carnet d'adresse et vous repartez ensuite de l'administration avec votre carnet d'adresse. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est assez étrange d'ailleurs pour le candidat qui s'est vanté d'être celui de la Startup Nation, qui n'a cessé de mettre avant l'entreprise, de communiquer à l'égard des grandes entreprises. Lui-même n'a pas d'expérience du réel de l'entreprise et de l'économie. Il nous a beaucoup parlé de la mondialisation, nous a vendu la mondialisation, mais quand est-ce qu'Emmanuel Macron a vécu à l'étranger, par exemple ? Il n'a aucune expérience de l'international. Demain mardi, dès 7h, découvrez un nouveau Zoom avec Rémi Perrin, consultant agricole et naturaliste. Il dénonce la destruction de notre système de production par l'idéologie écologiste. Alors, la loi du plomb, il y a plusieurs volets très distincts. Mais il y a un volet important, notamment sur l'acétamipride, qui est un insecticide. Les autres volets sur l'élevage, sur d'autres choses, bon, on ne va pas en tenir compte, mais par exemple sur l'acétamipride, vous avez une interdiction en France qui a été faite depuis plusieurs années, depuis presque 15 ans, et ça s'est fait plutôt bien par ce qu'on appelle des phases de retrait avec des usages. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une situation absurde, mais c'est vraiment incroyable, dans laquelle on interdit les agriculteurs d'utiliser une molécule. Parfois, ils s'en servent plus depuis longtemps. Alors, il y a quelques exceptions sur la noisette, notamment. Mais à côté de ça, on va faire venir des produits qui sont peut-être chargés en acétamipride de façon x10. Alors là, c'est incohérent. C'est-à-dire que interdire d'utiliser une telle molécule en France, d'accord, mais à la condition de, parallèlement, obliger à manger des produits issus de cette agriculture propre. Si en plus on fait venir des produits d'ailleurs, on a perdu sur tous les tableaux. Et voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.